Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir de vous retrouver de nouveau pour un webinaire. Donc, le sujet qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est des solutions d'optimisation de la gestion du personnel, puisqu'on a coutume de dire que le droit du travail est particulièrement contraignant pour les employeurs. Et donc, aujourd'hui, on a voulu vous donner un petit peu d'air en récapitulant différentes possibilités d'optimisation des relations contractuelles. Donc, aborder le droit du travail sous un angle plus positif que contraignant et coercitif, comme c'est souvent le cas. Donc, notre présentation s'organisera autour de 3 points. Donc, tout ce qui est lié à l'optimisation de l'embauche d'un salarié, l'exécution du contrat de travail et naturellement, nous étudierons aussi l'aspect rupture du contrat de travail. Alors, avant de débuter ce webinaire, je vais vous présenter rapidement le groupe TGS. Donc, le groupe TGS, c'est un groupe national et qui réunit, comme vous le voyez, notamment. Donc, les spécialistes du groupe TGS s'organisent autour de différents métiers, donc les métiers de l'expertise comptable, avocats, consultants, les métiers du social naturellement avec la gestion de la paye et des RH, et également l'informatique ou encore l'audit. Voilà. Donc, c'est une offre full service que nous proposons à nos clients de différentes tailles, PME, PMI, groupes et TPE notamment. Donc, je suis moi-même Nicolas Sanchez, avocat en droit du travail au sein du groupe TGS. Et je suis accompagné pour la présentation de ce webinaire par Augustin Vieillard, qui est juriste en droit social. Et nous avons également Hélène qui nous assiste sur le chat, donc qui pourra répondre à vos questions. Des réponses d'Hélène, voilà, c'est quelqu'un de TGS qui est capable de vous répondre et qui est là spécifiquement pour vous accompagner lors de cette présentation. Je profite juste sur l'introduction avant de te redonner la main, Nicolas, sur le vif du sujet. Ce webinaire, il a vraiment été pensé pour vraiment envisager l'optimisation comme un plateau sur lequel vous allez piocher des petits éléments. Certaines choses vont vous parler, certaines un petit peu moins. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez un vernis et que vous ayez des débuts de piste en fait pour réfléchir à certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. Allez, on y va. Donc, premier point, l'optimisation à l'embauche d'un salarié. Donc là, nous allons évoquer la notion de comment définir les missions d'un salarié. Puisque quand vous allez embaucher une personne, ce qui est important, c'est de définir que va faire cette personne et quel est le besoin pour l'entreprise. Bien souvent, malheureusement, c'est vrai que ce point-là, on passe rapidement dessus. Et derrière, ça engendre des difficultés, notamment sur les attentes que l'on a vis-à-vis de ce salarié-là, ou encore les objectifs que l'on va pouvoir lui fixer. Et ça peut aussi mettre en difficulté le salarié qui ne va pas se retrouver dans les attentes du chef d'entreprise. Bon. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est de se dire, ce salarié, j'ai un besoin, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Et donc, l'idée, c'est d'établir une fiche de poste pour qu'il y ait bien une cohérence entre ce que vous allez proposer et vos attentes. Voilà. Donc, une fiche de poste, ça se rédige d'une certaine façon. Donc, ça va être la slide suivante. Voilà. Il va falloir réfléchir à deux notions importantes, donc le savoir-faire, donc les compétences que vous attendez sur ce poste-là, des compétences d'un point de vue technique, et aussi le savoir-être, parce que ça, il ne faut pas sous-estimer le savoir-être au sein de l'entreprise. Vous pouvez avoir quelqu'un de très bon technicien, mais qui dans son poste ne va pas créer du lien, s'inscrire dans la culture de l'entreprise. Et au final, ça ne sera pas positif pour l'entreprise et ça peut se conclure malheureusement par une rupture de période d'essai. Bon, donc ce temps-là, il faut vraiment se le donner préalablement à l'embauche. Voilà, il faut vraiment que quand vous receviez vos candidats, vous ayez déjà bien établi vos fiches de poste pour que aussi ça puisse être une aide lors du recrutement pour poser les questions aux futurs candidats par rapport à leur CV, par rapport à leur cursus, leur antériorité professionnelle. Voilà. Donc ce temps-là, il ne faut pas le sous-estimer. Comme je dis, voilà, ça arrive bien avant la rédaction du contrat de travail. Donc, outre ce point sur le fait de réfléchir à ce que va faire notre salarié sur la fiche de poste, de plus en plus, on se rend compte que les entreprises rencontrent des problématiques d'attractivité dans le cadre de leur recrutement.
on l'a vu dans certains métiers, et encore aujourd'hui, il y a une tension sur le marché de l'emploi et on a des difficultés à recruter du personnel. Bon. Pourquoi ? Parce qu'au final, la société change, les attentes des collaborateurs, des collaboratrices que vous pouvez être amenés à recruter changent. Et il faut que nous, les entreprises, on s'adapte à ce changement. Voilà. On se rend compte de plus en plus que ce sont les entreprises, les salariés, pardon, c'est un lapsus, qui vont choisir leurs entreprises, alors que pendant de nombreuses années, c'était les entreprises qui dictaient la présentation des emplois et qui choisissaient les candidats. Bon. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est de pouvoir proposer, puisqu'on se rend compte que c'est un besoin exprimé par les candidats, d'arriver à concilier la vie professionnelle et personnelle des candidats et des futurs employés. Donc, par rapport à ça, il va falloir adapter vos offres aux besoins. Et donc, notamment, donc là, l'idée, c'est de vous proposer deux possibilités pour être plus attractif. Donc, sur la slide suivante. Donc, par exemple, ça peut être proposé, au lieu d'une embauche sur 35 heures à la semaine, donc qui est le schéma classique, proposer plutôt un aménagement du temps de travail sur une période dérogatoire, donc un aménagement de travail sur l'année, par exemple, ou sur le mois, afin de donner de la souplesse à la fois pour l'entreprise, donc afin d'avoir de la main-d'œuvre sur des moments où vous avez des fortes demandes, octroyer des repos à des périodes de basse activité, voilà, et également, avec ces dispositifs d'aménagement du temps de travail dérogatoire, maîtriser le paiement des heures supplémentaires avec une appréciation annuelle notamment. Bon. L'intérêt pour le salarié, et c'est là où vous devenez attractif pour lui, c'est que ça peut lui permettre d'avoir plus de moments de repos à certaines périodes. Et donc, comme j'ai évoqué, la conciliation avec la vie privée, ça peut être assez intéressant pour lui. Voilà. Et également, il y a un impact sur ses frais de déplacement, puisqu'au final, durant les périodes basses où il sera moins présent dans l'entreprise, nécessairement, ça lui engendre moins de frais. Un autre levier, et ça, vous le connaissez tous, depuis le Covid, on voit la diffusion et l'attrait et le goût pour le télétravail. Désormais, on ne peut plus s'affranchir de proposer du télétravail dans certains secteurs d'activité. Voilà. Parce que c'est des choses qui sont réclamées par les candidats. Donc, il faut savoir en tirer parti. Naturellement, il y a des activités qui sont totalement compatibles sans difficulté avec le télétravail et d'autres un peu plus. Néanmoins, il faut savoir le proposer à ses salariés pour pouvoir être attractif pour notamment les nouvelles générations. Bon. Néanmoins, pour que ce soit efficient, il faut à la fois un cadre juridique, donc ça peut être par un accord collectif, une charte de télétravail, mais également il faut que les managers soient présents et encadrent ce télétravail pour maintenir toujours un niveau de productivité importante. Parce qu'on a pu observer que la mise en place du télétravail non encadré, non suivi, pouvait malheureusement, selon les personnes, engendrer une baisse de productivité et donc avoir pour le coup un effet néfaste. Donc, le télétravail, c'est un besoin auquel il faut répondre. Donc, il ne faut pas avoir peur de le proposer. Par contre, il faut le gérer, le manager, afin que ce soit totalement efficient. Alors, là, l'idée, c'est de comment être différenciant. On a vu comment être attractif par 2 exemples. Maintenant, comment être différenciant. Donc, comment être différenciant, ça veut dire proposer des avantages spécifiques à votre entreprise que votre concurrent ne va pas avoir proposé. Et c'est là où, en se différenciant, vous pourrez être, pour le coup, plus attractif pour recruter. Donc là, j'ai fait le choix de vous présenter des dispositifs liés aux frais domicile lieu de travail, puisqu'on se rend compte, notamment avec le coût, l'augmentation du coût de l'énergie et des déplacements, que les salariés supportent des frais pour se déplacer, pour revenir travailler de plus en plus importants. Donc, ça peut être une solution pour l'entreprise de pouvoir proposer pour ses salariés donc des dispositifs qui ne sont pas obligatoires pour l'entreprise, donc qui sont facultatifs, et qui vont pouvoir permettre une prise en charge de certains frais exposés par les salariés. Et l'intérêt, c'est que
le législateur a prévu des exonérations d'impôt sur le revenu ou de cotisations sociales de la prise en charge de ces frais. Alors, naturellement, il y a des barèmes, hein, sinon ça serait trop facile. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que pour 2022, 2023, 2024, il y a un régime social fiscal qui est dérogatoire, qui est plus avantageux, c'est-à-dire que les limites d'exonération fiscale et sociale sont beaucoup plus importantes que dans le régime classique. Bon, donc là, il y a un effet d'aubaine qui peut être intéressant pour les entreprises. Donc là, je vous ai mis des exemples. Hein. Prendre en charge plus que 50% de l'abonnement des frais de transport domicile-travail. Il y a aussi la prime transport par rapport au remboursement de carburant. Et également, tous les moyens de transport, ce qu'on appelle alternatifs, donc vélo, trottinette électrique, covoiturage. Voilà. Et donc là, avec ces dispositifs-là, que le petit voisin, le concurrent, l'entreprise d'à côté n'aura pas mis, vous pouvez arriver à être attractif pour des collaborateurs qui feront le comparatif dans des avantages proposés au-delà du simple salaire contractuel. Voilà. Alors, je prends la relève du coup pour évoquer la rédaction du contrat de travail. Donc, comment bien rédiger mon contrat de travail? On y est. Choisir les clauses les plus adaptées pour protéger mon entreprise. Donc l'objectif, hein, évidemment, on n'a pas envie de refaire un point sur toute la rédaction d'un contrat de travail. Ce n'est pas du tout l'objectif de cet échange d'aujourd'hui. Ce qu'on a souhaité plutôt envisager, c'est d'attirer votre attention sur des points bien spécifiques, là où on voit souvent des problématiques, en fait, lorsqu'on est amené à étudier des contrats, notamment lors d'audits. On voit qu'il y a des points qui remontent souvent et on avait vraiment envie de faire un petit focus sur ces points-là, puisque c'est des choses qui, normalement, sont plutôt à l'initiative de l'employeur, sont plutôt sur sa protection et qui s'avèrent, quand elles sont mal utilisées, c'est des choses qui peuvent finir par proposer en fait une vraie contrainte pour l'employeur. Donc ce premier point focus qu'on voulait faire, il était sur la période d'essai au niveau de la rédaction du contrat de travail. Donc la période d'essai, c'est quelque chose qui est plutôt à l'avantage de l'employeur. Ça lui permet effectivement d'essayer son salarié. Donc ça, on va y revenir sur toute l'utilisation de la période d'essai, on va y revenir plus tard. Là, on va vraiment se contenter du formalisme. La période d'essai, pour être applicable, pour être utilisable, elle doit nécessairement être rédigée dans le contrat. À défaut d'une indication dans mon contrat de travail, ma période d'essai ne sera pas opposable. Donc ça, c'est la première chose pour la période initiale. Les règles sont un petit peu différentes pour le renouvellement, puisque le renouvellement, et là on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises où on a des vrais problèmes avec le renouvellement, c'est que les règles sur le renouvellement ne sont pas forcément très connues, et effectivement, certaines entreprises appliquent un renouvellement alors qu'elles ne devraient pas avoir la possibilité de renouveler. Donc sur le renouvellement, c'est important de retenir que le renouvellement, il doit être prévu dans le contrat initial, à la condition également d'être prévu par un accord de branche étendu. Et le renouvellement, si on veut qu'il ait lieu, il doit également faire l'objet d'un acte juridique qui va matérialiser l'accord des deux parties. Voilà, faute d'avoir ces deux conditions, je n'ai pas un renouvellement qui est valable. Donc c'est très important de le retenir. C'est assez compliqué hein, sur le contrat de travail, on est toujours en recherche d'un équilibre. On demande généralement, on imagine qu'il faut en mettre beaucoup pour se protéger, et au final, on va le voir un petit peu par la suite, c'est pas toujours une protection que de vouloir en mettre trop. Malgré tout, sur la période d'essai, c'est vraiment une notion sur laquelle il faut faire extrêmement attention si on veut qu'elle soit applicable et si on veut qu'elle soit opposable aux salariés. Donc ça, c'était le premier point sur la période d'essai. C'est vraiment dommage quand on voit des loupés sur des périodes d'essai. Donc c'est le premier point sur lequel il faut faire attention. Le deuxième point sur lequel on voulait revenir, c'est tout ce qui va concerner donc les objectifs à atteindre lorsqu'on veut mettre en place une rémunération variable. Alors là, je vais surtout parler, on va dire, des petites primes, la petite prime bilan, la prime chiffre d'affaires, pas la prime qu'on va mettre en place pour un commercial qui va concerner effectivement peut-être une grosse partie de sa rémunération, mais vraiment la petite prime bonus où on est amené souvent à voir dans les contrats de travail la rémunération du salarié, il est indiqué que le salarié aura une prime de X euros si un objectif est atteint. Le problème, c'est que souvent, l'objectif, on va considérer qu'il va être communiqué via une annexe à côté et on se rend compte parfois qu'il n'y a jamais d'annexe. L'employeur souvent imagine que faute d'avoir communiqué des objectifs, il n'est pas obligé de mettre en place la prime. C'est tout l'inverse en réalité, puisque faute d'avoir des objectifs de communiquer, on considère que les objectifs sont atteints et à ce moment-là, le salarié qui ferait sa demande de prime aurait le droit de l'avoir et l'employeur n'aurait pas d'autre possibilité que de la verser. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant à garder en tête. Alors, on va y revenir après sur l'opportunité de donner ou pas ce type de prime et comment les matérialiser. Est-ce que c'est opportun de les matérialiser? Mais si on décide de les matérialiser, pourquoi pas? Il faut que ce soit fait, mais que ce soit fait complètement. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter à la moitié du chemin, mettre simplement la prime et pas mettre l'objectif. Soit je mets rien, soit je mets tout.
Mais voilà, c'était vraiment un vrai point focus qu'on voulait faire sur ces rémunérations variables, puisqu'on se rend compte souvent qu'il y a des loupés là-dessus lorsqu'on étudie les contrats de travail. Dans la continuité, on voulait évidemment évoquer plusieurs clauses qu'on peut retrouver dans les contrats. Alors, c'est des clauses qui ont une valeur de protection, mais là où il faut faire attention sur ce type de clauses, c'est effectivement de ne pas les utiliser n'importe comment. Comme on le disait, hein, le contrat de travail, c'est avant tout la recherche d'un équilibre entre ce qui va être utile à mon salarié, ce qui va être adapté à mon poste au poste de mon salarié, et la protection de mon entreprise. Alors, on a voulu commencer par une clause dont on entend tous parler, c'est la clause de non-concurrence. Pour rappel, hein, la clause de non-concurrence, elle sert à éviter qu'un salarié ne puisse porter atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Donc la clause de non-concurrence, c'est une clause entre guillemets dormante, c'est une clause qui ne prend effet qu'une fois que le salarié sort de l'entreprise. Cette clause, pour être applicable, elle doit être limitée dans le temps, limitée géographiquement, prévoir une contrepartie financière. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance parfois un petit peu à oublier quand on veut en mettre en place. Donc ça, ce sont les 3 conditions légales, et la jurisprudence est venue ajouter une 4e condition, c'est celle d'être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. C'est quelque part une condition de proportionnalité. L'objectif, il est, même si j'ai le droit de mettre en place une clause, il faut qu'elle soit proportionnelle aux besoins recherchés. Donc l'objectif sur ce type de clause, c'est effectivement de venir protéger l'employeur. Comme on le disait, toujours dans cette quête d'équilibre sur ce que je vais indiquer dans mon contrat pour le bénéfice que je peux en avoir, c'est qu'on voit très rapidement, en fait, sur des clauses de non-concurrence, parfois un effet néfaste. C'est-à-dire que des entreprises qui vont avoir tendance à vouloir mettre en place des clauses de non-concurrence sur l'intégralité de leur contrat, comme on l'a dit, eu égard au fait qu'il y a une contrepartie financière, si j'oublie de lever ma clause de non-concurrence au moment du départ de mon salarié, je vais me retrouver à devoir lui payer une contrepartie financière, alors que quelque part, j'ai un salarié qui va aller faire tout autre chose, et effectivement, je me retrouve à devoir lui payer une contrepartie alors que je m'en serais complètement passé. C'est là où il faut vraiment adapter la protection, ce que je souhaite mettre en place pour protéger mon entreprise, avec les besoins et le type de poste de mon salarié. Autre petit point que je n'ai pas évoqué, c'est effectivement sur la clause de non-concurrence, c'est tout simplement le fait que la convention collective peut prévoir des conditions d'application sur la clause de non-concurrence, des conditions de limite dans le temps, des conditions d'application géographique. Donc il faut faire attention, si je veux mettre en place une clause de non-concurrence, je dois évidemment le faire en accord avec ce que me permet ma convention collective. Toujours dans l'esprit de continuer un petit peu cette vision à 360 des différentes clauses, on a voulu un petit peu évoquer donc la clause d'exclusivité qui interdit, en fait, donc ce coup-ci, contrairement à la clause de non-concurrence, je suis vraiment sur un salarié qui est dans mon entreprise et qui lui interdit de travailler pour un autre employeur pendant la durée de son contrat. Alors, j'ai quelques garde-fous. Hein. J'ai notamment, je ne peux pas avoir une atteinte à la liberté d'entreprendre. Voilà, il y a quelques spécificités. Ça ne s'applique qu'à des contrats à temps plein, évidemment. Il y a pas mal de petites choses, mais voilà, c'est bon à garder en tête. Une autre clause très intéressante à garder en tête, c'est la clause de dédiformation qui impose en fait au salarié de rester au service de son employeur si celui-ci a mis en place des frais pour former son salarié. Je veux faire venir un salarié, il lui manque certaines compétences, je veux mettre en place une formation pour qu'il soit complètement efficient sur son poste. Et évidemment, je n'ai pas envie d'engager de l'argent sur cette formation si mon salarié va quitter mon entreprise une fois la formation faite. La clause de déformation, elle est intéressante à ce titre-là, puisqu'elle me permet, de façon dégressive ou pas, même si c'est plutôt intéressant de le faire de façon dégressive, mais de me protéger et de dire à mon salarié, si tu t'en vas dans X temps après avoir bénéficié de la formation, tu devras rembourser une partie de cette formation. Donc ça, c'est une clause pareille qui est intéressante à garder en tête. La clause de mobilité, enfin, qui informe que le lieu de travail du salarié peut être amené à être modifié et qui va fixer une zone géographique de mutation. Encore une fois, j'ai des contreparties, j'ai un équilibre, je ne peux pas mettre en place cette clause n'importe comment, n'importe quand, pour n'importe qui. Selon certaines spécificités, je vais pouvoir l'utiliser ou pas. Au-delà de cette liste non limitative des différentes clauses qu'on a pu évoquer, l'objectif, il était vraiment d'attirer votre attention sur le fait qu'un contrat de travail, il doit servir effectivement à coller à la situation, à coller au poste de mon salarié. Donc là, on a cité quelques clauses, mais l'objectif, il est vraiment d'attirer votre attention sur certaines subtilités, se dire, j'ai un besoin, est-ce que j'ai la possibilité de me protéger d'ores et déjà au niveau de mon contrat de travail ? C'était vraiment l'objectif en listant ces différentes clauses, mais de se dire, le contrat de travail, il ne faut pas le voir juste comme un élément administratif qui marque l'embauche. C'est un document qui va être vivant, c'est un document qu'on va utiliser pendant toute la relation contractuelle, et c'est important, dès l'embauche, dans la continuité de ce que disait Nicolas sur la fiche de poste, mais qu'on puisse vraiment se poser la question de « est-ce que je me protège avec ce contrat de travail ?» Une dernière chose,
par rapport à la rédaction du contrat de travail, toujours dans cette idée d'optimiser, on est souvent amené à constater en fait des demandes où on a par exemple des usages d'entreprise, toujours, donc voilà, une prime de 13e mois, mais qui n'est pas conventionnelle, une prime bilan, encore une fois, mais voilà, qui va concerner l'intégralité de mes salariés, et on est parfois amené à nous demander de contractualiser ces clauses. On va nous demander de contractualiser la prime. Alors, ça peut être une bonne chose, mais c'est vrai que souvent, toujours dans ma quête d'équilibre, encore une fois, l'objectif quand je fais un contrat de travail, c'est que je mets le minimum pour me protéger, mais parfois vouloir en mettre trop, vouloir en mettre plus, ça peut se retourner contre moi. Ce type de clauses, elles sont très bien dès lors que je vais vouloir les utiliser dans une note d'information. Je vais ramener mes salariés à se reporter à la note d'information s'ils veulent avoir des informations dessus. La contrainte, si je la mets dans mon contrat de travail, c'est que demain, je veux changer ma clause pour X ou Y raison, je veux avoir un autre montant, je veux tout simplement la supprimer. Si je l'ai contractualisée, j'ai besoin d'avoir l'accord de mon salarié. Si je l'ai mis dans une note d'information, c'est un simple usage, je peux dénoncer l'usage unilatéralement. Donc voilà, c'est des petites choses où c'est important de garder en tête que le contrat de travail, c'est un réel équilibre. Des choses sont obligatoires. Pour me protéger, je dois les indiquer. A contrario, j'en ai d'autres pour lesquelles les mettre, ça serait peut-être plutôt une prise de risque de mon côté. Donc voilà, j'aime bien sur cette proposition rappeler à nos clients, voilà, leur dire que le mieux est l'ennemi du bien et parfois vouloir en faire trop peut se retourner un petit peu contre nous. On en a fini sur cette première partie, donc je continue, je fais la transition pour vous parler effectivement désormais de l'optimisation lors de l'exécution du contrat de travail, et on va continuer avec un sujet qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure sur la forme. On va l'évoquer ce coup-ci sur le fond, donc c'est comment se donner le temps d'apprécier les compétences de mon collaborateur, et on va parler donc du recours à la période d'essai. Donc on a évoqué toutes les conditions de forme dans un premier temps. L'objectif, il était vraiment aussi de rappeler que la période d'essai, encore une fois, c'est un outil pour les employeurs. Souvent, les périodes d'essai, on se rend compte qu'elles sont un petit peu utilisées à la va-vite. On ne prend pas le temps d'utiliser correctement la période d'essai. Ça peut paraître bête à dire, hein, mais on est réellement sur un objectif d'optimisation, puisqu'une embauche réussie, c'est du temps, de l'argent, de l'énergie de gagner. La période d'essai, c'est effectivement un vrai levier pour les employeurs pour profiter au maximum voilà, de l'évaluation des compétences pour éviter d'avoir une sortie qui se passerait quelques mois après. Donc, on a une phrase un petit peu voilà, qu'on aime bien dire aussi, c'est en cas de doute, il n'y a pas de doute. C'est vrai que si j'ai une période d'essai, si j'ai le moindre doute, si la possibilité m'est ouverte, c'est-à-dire si mon contrat de travail le prévoit, si ma convention collective le prévoit, il n'y a aucun inconvénient à renouveler une période d'essai. J'ai même envie de dire, même quand il n'y a pas de doute, on vous invite à renouveler les périodes d'essai de façon récurrente. Même quand tout va bien avec un salarié, effectivement, on peut avoir une optique managériale de se dire, voilà, je vais faire un pas vers lui, je vais lui montrer qu'on est satisfait, on ne renouvelle pas. C'est toujours un petit peu dommage. Alors, ça doit s'apprécier au cas par cas, mais une période d'essai, si on a la possibilité de la renouveler, c'est important de la renouveler. Autre point sur lequel on voulait faire un focus, c'est qu'on est parfois amené à nous demander effectivement de rédiger des sortes de CDD sans motif autre que le fait quelque part de tester le salarié. Et on se rend compte parfois qu'on nous fait des demandes de CDD pour des durées qui en final sont inférieures à celles de la période d'essai sur un CDI. Donc on invite évidemment d'une part pour éviter d'avoir un CDD qui serait requalifié en CDI, mais à ne pas utiliser des CDD au titre de période d'essai, et surtout à vraiment se pencher sur le mécanisme de la période d'essai, à bien le valoriser, à faire des entretiens, prendre le temps d'échanger avec le salarié. Encore une fois, c'est vraiment l'optique. Certes, c'est du temps, mais c'est du temps qui sera gagné plus tard. Donc voilà, c'était vraiment ce point sur le fond. On était plutôt sur un point RH quand on parlait de la période d'essai, mais l'objectif, il était de rappeler que c'est un vrai dispositif intéressant pour l'employeur et que c'est dommage, effectivement, de ne pas prendre le temps de l'utiliser. Et je te passe la main, Nicolas. Merci, Augustin. Alors, on ne pouvait pas faire un webinaire sur l'optimisation sans parler du coût social et du coût de la main-d'œuvre. Donc, l'idée, c'était de vous présenter quatre idées d'optimisation et de réduction du coût de la main-d'œuvre tirées de notre pratique de l'audit, puisqu'on est amené à faire des audits à la fois de risques sociaux, donc de risques de redressement, de risques de contentieux, mais également des audits d'optimisation des charges sociales. Et on se rend compte, de par cette pratique, que les différents points qui sont mentionnés sont souvent maltraités en paye, ce qui peut engendrer pour l'entreprise, au final, soit de cotiser trop, soit au final de passer à côté de possibilités de cotiser moins. Bon. Donc, par exemple, le premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne sont pas soumises à cotisation sociale. Bon.
Dans certaines entreprises, il est mis en place ce qu'on appelle la subrogation, c'est-à-dire que lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, au lieu que la sécurité sociale verse les indemnités journalières directement aux salariés, c'est l'entreprise qui va faire aux salariés l'avance de ces indemnités journalières et donc qui se fera rembourser a posteriori par la sécurité sociale. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'entreprise fait le maintien de salaire à son salarié, puisqu'elle va toucher les indemnités journalières de sécurité sociale, mais elle ne va pas régulariser l'assiette des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'à un mois donné d'absence, le salaire va être maintenu à 100%. Et lorsque l'entreprise va toucher les indemnités journalières de sécurité sociale, elle ne va pas venir régulariser l'assiette de ces charges sociales, c'est-à-dire déduire les indemnités du salaire sur le calcul. Et donc, elle va au final acquitter des charges sociales à tort. Bon. Donc ça, c'est une pratique de la paye et on se rend compte que lors d'audits, des entreprises qui ont beaucoup d'arrêts de travail, qui pratiquent régulièrement la subrogation, au final, ne récupèrent pas ces cotisations sociales acquittées à tort sur les indemnités journalières. Et quand on sait que la prescription pour recouvrir des cotisations indûment versées, c'est 3 ans, mais des fois, on se retrouve à ne pas pouvoir aller récupérer au-delà de ces 3 ans ces cotisations sociales indues. Donc, c'est bien d'avoir à l'esprit ça, surtout si vous pratiquez la paye en interne et que vous n'externalisez pas la paye. Il faut bien que vous assuriez que votre gestionnaire de paie fasse ces régularisations-là. Bon. Autre point également qu'on peut voir lors d'audit, c'est par rapport à la taxe transport, appelée désormais le versement mobilité. Donc ça concerne des entreprises de plus de 11 salariés dans lesquelles a été mis en place, qui sont installées dans des zones où a été mis en place un transport en commun collectif. Là encore, donc, à partir du moment où vous avez 11 salariés, vous devez acquitter cette taxe supplémentaire. Néanmoins, si vous avez des salariés itinérants qui, à plus de 50% de leur temps de travail, vont travailler en dehors de la zone, vous pouvez exonérer, dans certaines conditions, l'assiette, les salaires de ces salariés-là de l'assiette de cotisation. Bon. Donc, sur des effectifs d'une certaine taille, qui ont beaucoup de commerciaux, de techniciens, ça vaut le coup de faire cette vérification-là et de s'assurer que vous ne cotisez pas trop par rapport à cette taxe transport. Donc, il convient de vérifier si vos salariés, à plus de 50% de leur temps de travail, travaillent en dehors de la zone ou pas. Bon. Autre point également qu'on peut voir, c'est la cotisation liée aux accidents du travail. Donc, chaque entreprise cotise pour couvrir ses salariés en cas d'accident du travail. Bon. La cotisation, elle est définie comment? Elle est définie par votre activité principale auquel on attribue un code risque. Bon. Ça, ce code risque, il vous est attribué lors de la création de votre entreprise. Des fois, on peut se rendre compte que le code risque attribué à l'entreprise ne correspond pas à son activité principale. Et donc, vous pouvez vous retrouver à devoir cotiser à un taux de 3, là où, par exemple, vous devriez cotiser qu'à un taux de 1. Bon. Ou également, ça peut être le cas quand une entreprise a plusieurs activités et qu'il est difficile de déterminer quelle est l'activité principale. Voilà. Ou encore, lorsque vous avez une nouvelle activité ou notamment pour toutes les activités de l'innovation, des nouveaux métiers, le code risque qui peut être attribué par la CARSAT peut être erroné et auquel cas, il convient de s'assurer que vous avez bien le bon code risque pour ne pas cotiser en sus par rapport à ce que vous devriez cotiser. Et enfin, dernier point, qui là concerne certains secteurs d'activité ou certains métiers, notamment par exemple les VRP, qui ont un abattement sur le calcul de leur charge sociale de 30%, ou encore dans le bâtiment, les ouvriers qui ont un abattement de 10%, ce qui permet au final de calculer vos charges sociales sur un montant de salaire beaucoup moins important. Étant précisé qu'actuellement, il y a un régime transitoire de faveur pour certaines de ces professions qui permet d'optimiser l'application de cette réduction-là. Bon. Donc là, c'est pareil. On peut se rendre compte que dans certains cas, des entreprises qui seraient éligibles à ce type d'abattement sur le calcul de leur charge sociale ne l'appliquent pas ou l'appliquent mal et donc passent à côté de réduction de charge sociale. Voilà. Donc, ces quatre exemples qu'on vous a mis, issus de notre pratique de l'audit. Et ça peut être intéressant sur ces points-là, que vous alliez vérifier si vous êtes en conformité, et notamment, voilà, si vous ne cotisez pas trop ou si vous n'êtes pas passé à côté de demandes de remboursement de charges sociales. Alors, un autre point maintenant, c'est
par rapport à vos heures supplémentaires. Bon, chaque entreprise peut être amenée à réaliser des heures supplémentaires. Donc, pour rappel, hein, une heure supplémentaire, c'est une heure au-delà de la durée légale du travail, donc 35 heures sur une semaine donnée. Bon. Des entreprises qui ont des variations d'activité avec des périodes hautes, des périodes basses, qui peuvent engendrer donc des heures supplémentaires en période haute, peuvent se retrouver contraintes à devoir payer des heures supplémentaires assez importantes, alors qu'au final, à certaines périodes, elles n'ont pas suffisamment de travail pour couvrir en elles-mêmes les 35 heures, mais à partir du moment où elles auront conclu un contrat de travail à 35 heures, elles devront payer un salaire à 35 heures, même si le salarié fait beaucoup moins. D'où l'intérêt de réfléchir à des systèmes d'aménagement du temps de travail, donc notamment ce qu'on appelle l'annualisation du temps de travail, et de raisonner non plus à la semaine, mais en heures. Ce qui veut dire que, par exemple, le déclenchement des heures supplémentaires ne se fera plus à la semaine, mais sur une période annuelle. Donc là, en l'espèce, comme on vous l'a indiqué, 1607 heures. Donc, ce qui veut dire que les périodes hautes durant lesquelles vous aurez fait des heures supplémentaires se seront compensées par des périodes basses où vous aurez fait moins que 35 heures. Et sur l'année, si vous avez mis en place ce qu'on appelle un planning de modulation parfait, vous serez à un parfait équilibre entre vos heures hautes et vos heures basses. Et au final, vous n'aurez pas d'heures supplémentaires à payer, alors même que vos salariés, à certains moments de l'année, auront fait plus que 35 heures. Voilà. C'est le gros avantage de ce dispositif d'annualisation du temps de travail. Par contre, il n'est pas applicable à tout le monde. Il faut que vous ayez vraiment une variation d'activité et que ces variations d'activité, vous puissiez les prédéterminer d'une année sur l'autre. Voilà. Sinon, ce dispositif ne peut pas marcher et vous risquez de vous retrouver dans certaines situations où, au final, en fin d'année, vous aurez quand même des heures supplémentaires importantes à régulariser. Bon. Donc là encore, ce dispositif-là, comme on a vu en introduction, c'est important de se poser la question avant l'embauche. Quelle est mon organisation du temps de travail? Quels sont mes besoins? Est-ce que je peux prévoir mon besoin de main-d'œuvre à telle ou telle période de l'année? Est-ce que c'est répétitif d'une année sur l'autre? Et si vous répondez positivement à ces questions-là, vous pouvez envisager ces dispositifs et au final, vous pourrez voir que ça peut réduire le coût de votre masse salariale avec un paiement d'heures supplémentaires beaucoup moins important, voire quasiment réduit à zéro à partir du moment où vous avez bien fait ce travail en amont de réflexion. Alors, un autre point, donc comment s'affranchir du paiement des heures supplémentaires? Alors, le titre est un peu provocateur, il ne s'agit pas de les mettre sous le tapis ou de ne pas les comptabiliser, c'est plutôt d'envisager que, au lieu que l'heure supplémentaire réalisée par votre salarié et qui va être majorée, hein, donc pour rappel, il y a des majorations à 25% sur les premières heures, des majorations à 50% sur les heures au-delà de 43 heures. L'idée, c'est quoi? C'est, au lieu de faire ce paiement majoré, c'est plutôt d'octroyer un repos compensateur, ce qu'on appelle de remplacement. Donc, par exemple, une heure supplémentaire qui serait censée bénéficier de majoration de salaire à 25%, octroyer un repos compensateur de 1h15 minutes. Donc, là encore, l'intérêt, il faut que ça réponde à un besoin organisationnel. C'est qu'au final, ces repos-là, il faudra aussi que le salarié puisse les prendre à un moment donné. Mais selon votre organisation, et ça c'est propre à chaque entreprise, voilà, plutôt que payer, octroyer ce repos compensateur majoré, c'est légal, c'est tout à fait possible, ce n'est pas interdit. Donc, c'est encore une fois quelque chose sur lequel on vous invite à réfléchir, étant précisé que vous avez la possibilité aussi de faire un mix entre un repos compensateur octroyé d'une heure et par exemple le paiement de la majoration. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous octroyez le repos compensateur plus la majoration, les heures supplémentaires qui auront été réalisées par les salariés ne vont pas s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Et ça, c'est un point qu'on va aborder par la suite. Vous avez un nombre limité d'heures supplémentaires à faire dans l'année. L'avantage d'octroyer un repos compensateur total, c'est que les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent et donc vous ne grignotez pas le quota d'heures supplémentaires que vous pouvez faire par vos salariés. Voilà. Donc, ce point-là, en complément de la modulation du temps de travail, de l'annualisation du temps de travail, ça peut être des sources pour vous d'optimisation à la fois en termes de coûts, mais à la fois aussi en termes organisationnels, si vous avez des périodes basses où le salarié pourra prendre ses repos compensateurs. Et c'est aussi, dans certains cas, source d'attractivité pour certains salariés qui se disent que ça leur permet d'avoir
du repos supplémentaire. Voilà. Alors, on continue donc avec ce que tu évoquais, la transition est faite. Tu parlais donc du contingent annuel d'heures supplémentaires. Et effectivement, on va revenir dessus et on va voir effectivement qu'on a un moyen de limiter les compensations aux heures supplémentaires. Donc, comme Nicolas l'évoquait un petit peu, le contingent d'heures supplémentaires, qu'est-ce que c'est? En fait, le contingent d'heures supplémentaires, c'est un nombre limité d'heures supplémentaires sur l'année civile. Donc, légalement, je peux faire plus de 220 heures à mes salariés. Donc, mon contingent, il est de 220 heures défini par le Code du travail. Mais dès lors que je vais dépasser ces 220 heures, je vais devoir en fait payer une contrepartie en repos à mes salariés. Donc, cette contrepartie, elle est pour les entreprises de moins de 20 salariés, elle correspond à 50% du montant d'heures, et pour les entreprises de plus de 20, c'est 100%. Donc, alors, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on l'a indiqué, mais une double peine, puisque je me retrouve pour une heure supplémentaire au-delà de mon contingent, à payer d'une part mon heure supplémentaire avec majoration, et j'ai en plus de ça un repos qui est dû à mon salarié. La subtilité, c'est que forcément, le contingent d'heures supplémentaires, il varie selon les activités. C'est-à-dire que j'ai des organisations syndicales qui, au niveau des branches, ont négocié pour avoir des contingents qui ne sont pas toutes à 220. 220, c'est le contingent légal, mais j'ai des activités, on vous en a mis quelques exemples, où j'ai des contingents qui même sont parfois inférieurs. Donc, on peut retrouver, par exemple, le bâtiment, où on est à 180, donc on est quand même sur quelque chose qui est relativement bas, la coiffure à 200 heures, la propreté à 190 heures, et ou encore les personnels salariés des cliniques vétérinaires qui sont à 180 également. Donc, on se retrouve avec effectivement un montant de contingent qui est tellement bas que si simplement je vais faire 39 heures à mes salariés, j'ai une partie de mes heures qui vont dépasser mon contingent. Et donc, si je fais faire 39 heures sur l'année, j'ai une partie des heures qui vont nécessairement ouvrir droit à de la contrepartie obligatoire en repos. C'est un petit peu dommage. Ça peut effectivement entraîner pour certains employeurs le fait de limiter le recours aux heures supplémentaires. Mais il y a une solution qui est plutôt simple. C'est en fait le contingent, il fait partie de blocs sur lesquels on a la possibilité de négocier comme on l'entend au niveau de l'entreprise. Donc, j'ai la possibilité de mettre en place un accord d'entreprise qui va me permettre d'augmenter mon contingent. Donc, nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de rester sur des limites aux environs donc de 360. Grosso modo, on double un petit peu le contingent qui fait partie des plus bas, bâtiments, cliniques vétérinaires. On va être dans ces eaux-là. Et à ce moment-là, dès lors qu'on aura mis en place notre accord d'entreprise pour doubler le contingent, j'aurai toujours évidemment le paiement de l'heure supplémentaire, ça je ne vais pas pouvoir y échapper, mais je ne vais plus avoir cette obligation, cette contrepartie obligatoire en repos. Donc c'est juste via la mise en place d'un accord d'entreprise que je peux échapper à cette contrepartie. Donc c'est quelque chose qui est assez important. On se retrouve parfois avec des entreprises qui vont nous dire, voilà, quelque part, j'ai jamais eu les demandes, pourquoi j'irais faire ça ? Le souci, c'est que jusqu'au jour, tout va bien tant que ça va, mais jusqu'au jour où je vais avoir un salarié qui, effectivement, va un petit peu mettre le doigt dans l'engrenage, va faire une demande. Derrière, on peut avoir un effet boule de neige, parce que si je vais devoir rectifier pour un salarié, je vais devoir rectifier pour tout le monde. C'est un petit peu dommage d'attendre, en fait, qu'il y ait l'incendie pour y répondre. Donc, voilà, ce qu'on invite à faire, c'est de regarder un petit peu, de faire le point des heures supplémentaires sur l'année. Effectivement, s'il y a un besoin, de ne pas hésiter à vous faire accompagner pour mettre en place un accord. C'est vraiment quelque chose qui est simple à faire. Ça ne prend pas énormément de temps et ça permet vraiment de se mettre à l'abri sur la partie du contingent et sur les contreparties obligatoires en repos. Autre point, on change un petit peu donc d'ambiance. C'était un peu le thème basique, si on pouvait dire, quand on parle d'optimisation. Je pense que c'est les premiers thèmes. La majorité d'entre vous, quand ils ont dû voir le titre de ce webinaire, ont directement pensé, à mon avis, à ces différents leviers. C'est effectivement l'optimisation de la rémunération. Donc notre objectif, il n'est pas de revenir sur tout. L'objectif, il était vraiment d'étudier l'optimisation de la rémunération au travers donc, de 3 principaux leviers. Donc, on va évoquer la prime de partage de la valeur, PPV, l'intéressement et le plan d'épargne d'entreprise. Quand on parle de plan d'épargne d'entreprise, évidemment, ça peut également faire... on évoque indirectement tout ce qui va être plan d'épargne retraite, PR, PERCO, PERCOL, etc. Pour simplifier, vu qu'on a simplement 1 heure, on a vraiment fait le focus sur le plan d'épargne d'entreprise, le PE, mais évidemment, tout ce qu'on va dire peut plus ou moins s'intégrer sur des notions qui concernent le plan d'épargne. Donc la PPV, dans un premier temps, donc la PPV, c'est un système qui a été mis en place il y a plusieurs années maintenant, ça date de 2019 si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelait à l'époque la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'était un dispositif en fait de pure optimisation, c'est-à-dire que j'ai rien de mieux quelque part, je donne un montant à mon salarié, je n'ai aucune charge.
pas de CSG, CRDS, pas de charge sociale, pas de forfait, rien du tout. Et pour le salarié, c'est une prime qui est exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, je ne peux pas faire mieux en termes d'optimisation. Les règles ont pas mal changé depuis 2019. Il y a eu le Covid, il y a eu des possibilités un petit peu différentes. Donc, la seule règle pour la PPV, effectivement, dès lors que je suis sur un dispositif qui est exonéré, je ne peux pas faire ce que je veux et je dois respecter certaines règles de mise en place. Donc, la PPV, la première règle, c'est que le montant exonéré, il est plafonné à 3 000 €, 6 000 € si j'ai un accord d'intéressement. La deuxième règle, c'est que j'ai des conditions de répartition. Je ne peux pas choisir de donner mes montants à mes salariés comme je l'entends. J'ai des conditions de répartition qui vont me permettre de dire pourquoi lui, il attend et pourquoi lui, il attend. Si je ne respecte pas ces règles de répartition, je prends le risque, effectivement, de dire au revoir à mon caractère exonéré. On a eu des changements avec la loi partage de la valeur, donc du 1er décembre 2023. À la base, la loi partage de la valeur devait un petit peu mettre fin à ce régime d'ultra faveur de la PPV et on devait se retrouver avec une prime de partage de la valeur qui devait être simplement exonérée de cotisations sociales, mais qui devenait soumise à CSG, CRDS et soumise à l'impôt sur le revenu. Ce régime moins favorable, quelque part, il est passé, mais en fait, ce régime, il ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, j'ai toujours la possibilité de verser, aujourd'hui, donc jusqu'à 2026, de verser une prime qui, si elle ne dépasse pas 3 000 ou 6 000 € en cas d'intéressement, est complètement exonérée dès lors que je respecte un petit peu les règles du jeu. C'est toujours exonéré d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises de plus de 50, donc je pars sur quelque chose qui est soumis à CSG, sur CRDS et soumis à l'impôt sur le revenu. Ça reste quelque chose qui est ultra favorable même pour les plus de 50 salariés. Je garde un dispositif où je n'ai pas de cotisation sociale, donc ça reste évidemment dans bien des cas plus intéressant qu'une prime lambda, à la condition effectivement de jouer le jeu de la répartition et de ne pas faire vraiment ce que je veux, de ne pas distribuer le montant de ma prime réellement comme je l'entends. J'ai des conditions de répartition donc, qui peuvent varier, rémunération, durée de présence, ancienneté, classification. J'ai pas mal de choses, les choses ont pas mal évolué là-dessus. Autre nouveauté, j'ai désormais la possibilité de verser jusqu'à 2 primes avec des conditions de répartition complètement différentes. Donc 2 primes sur l'année, mais mes 2 primes ne doivent pas dépasser mon plafond de 3 000 ou 6 000 €. Concernant la PPV sur les entreprises de plus de 50 salariés, on va le voir, on va avoir des possibilités pour échapper un petit peu au fait d'être soumis à l'impôt sur le revenu en la plaçant sur un plan d'épargne. On va y revenir, c'est une possibilité, mais on attend toujours un décret d'application qui n'est aujourd'hui pas sorti. Donc aujourd'hui, c'est une possibilité, elle doit arriver, mais on ne sait pas quand. Voilà sur ce premier dispositif. Donc c'est vraiment un petit peu le top de l'optimisation, si on peut dire. Je n'ai rien du tout, pas de charge, pas de CSG, CRDS. Deuxième levier, alors c'est un levier moi que j'aime bien, puisque au-delà de la pure optimisation, on va être vraiment sur quelque chose où on va intéresser nos salariés aux résultats de l'entreprise, donc c'est l'intéressement. L'objectif de l'intéressement, il va être donc effectivement d'une part, c'est mon objectif premier, c'est d'être dans une optimisation complète des charges sociales. Le but, il va être de verser une rémunération en payant le moins de charges dessus, mais tout en ayant en parallèle le fait de motiver, de fidéliser forcément, puisque je vais être sur un autre degré de rémunération, de partager effectivement, d'avoir un partage maîtrisé même de mon résultat, mais tout en incitant mes salariés en fait à participer à l'effort de guerre, si on peut dire. Je vais vraiment les inciter en leur montrant, via la mise en place d'une formule de calcul, que quelque part, si le travail est fait correctement, on va avoir un partage qui va être plus intéressant à la fin de l'année. Donc l'intéressement, ça suppose effectivement la mise en place d'une formule de calcul qui doit respecter un certain aléa. Ça peut être une formule de calcul qui vient simplement nous dire si mon RCAI dépasse tant, j'ai la mise en place d'un intéressement qui sera à tel pourcentage de mon RCAI. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de technique de l'intéressement, mais l'objectif c'est de se dire j'ai une formule de calcul, j'ai une énorme latitude, j'ai une énorme marge de manœuvre pour définir ma formule de calcul dès lors que je respecte l'aléa. Et cette formule de calcul, je vais pouvoir venir la compléter par des taux multiplicateurs pour inciter mes salariés à faire du bon travail ou justement peut-être à faire attention, notamment, j'en ai mis un en place dernièrement où on est venu un petit peu acter sur la casse du matériel. Moins on avait de casse de matériel, plus on avait un taux multiplicateur qui venait augmenter notre intéressement. L'objectif, il est vraiment de faire du sur-mesure. On est sur quelque chose qui, chaque entreprise a son accord d'intéressement. L'objectif, il est quelque part d'y réfléchir. On peut faire de l'optimisation pure, mais on peut vraiment aller très loin sur l'intéressement. L'avantage pour l'entreprise, c'est encore une fois une exonération des cotisations sociales, le fait que ce soit une charge déductible. Pour les salariés, j'ai toujours cette CSG, CRDS, mis à part la PPV, j'ai peu de moyens d'y échapper.
Et je vais avoir, et on va y arriver, la possibilité effectivement d'avoir une exonération de l'impôt sur le revenu dès lors que mon intéressement va être mis en fait en parallèle d'un plan d'épargne d'entreprise. Donc c'est vrai que souvent on parle de ces deux dispositifs, on en parle souvent en même temps, ces deux dispositifs qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Je peux avoir un accord d'intéressement sans avoir de plan d'épargne et je peux avoir un plan d'épargne sans avoir d'intéressement. Mais il est vrai que le fait d'avoir les deux ensemble, ça reste souvent plus intéressant, puisque mon plan d'épargne, c'est simplement effectivement la possibilité d'ouvrir un portefeuille de valeurs mobilières. C'est un portefeuille qui me permet d'épargner sur des différents fonds plus ou moins risqués, la mise en place de fonds verts. Voilà, ça c'est vraiment du dispositif complètement financier. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais l'idée, c'est effectivement d'allier mon intéressement et de me dire tout ce que je sors de mon intéressement, je vais pouvoir le placer sur mon plan d'épargne d'entreprise. Et comme ça, les montants vont échapper à l'imposition sur le revenu. Le plan d'épargne, quand il est seul et quand il est sans intéressement, ça peut simplement être des participations volontaires. Ça peut être également de l'abondement de l'employeur. Et toutes ces règles vont me permettre effectivement, dès lors que je suis sur un dispositif de plan d'épargne, d'avoir des sommes qui sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les sommes, elles sont bloquées pendant 5 ans, mais j'ai plus d'une dizaine de conditions de déblocage anticipé, mariage, Pacs, déménagement, voilà, j'en ai une dizaine. Ces deux dispositifs qui sont extrêmement intéressants à mettre en place en parallèle. Et encore une fois, on est vraiment sur le classique de l'optimisation, que ce soit intéressement, participation, PE. On est sur des choses où souvent on a cette réflexion où on nous dit mais voilà, moi je veux mettre en place des plus petits montants, est-ce que c'est vraiment utile? Et oui, l'intéressement, je n'ai pas l'obligation de vouloir verser des 13e mois nécessairement à mes salariés pour que mon intéressement soit utile. Encore une fois, quand on imagine que sur ces sommes, je ne vais simplement qu'avoir de la CSG CRDS, le calcul il est simple à faire. Sur plusieurs années, toutes les charges qui ont été abandonnées, ça représente quand même un montant. Et au final, même sur des montants qui ne vont pas représenter des 13e mois, même sur des montants qui peuvent être un petit peu plus faibles que ce qu'on pouvait imaginer, l'intéressement reste intéressant à mettre en place. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour des gros montants nécessairement. En parallèle de ces 3 dispositifs, c'était important, à mon sens, qu'on soit sur des dispositifs que j'appelle accessibles, mais qui ne sont pas sous-estimés. J'aime bien les évoquer, ces dispositifs, donc chèque cadeau, chèque culture, chèque vacances. Quand on parle PPV, intéressement, plan d'épargne, on est sur quelque chose où pour que ce soit utile, il faut le rendre intéressant managérialement, il faut le valoriser. On est sur quelque chose qui doit être mis en place, il faut faire participer les salariés. Mais on est sur quelque chose effectivement qui peut paraître un petit peu plus lourd. C'est quelque chose qui n'est pas matérialisé directement par les salariés. Du chèque cadeau, du chèque culture, du chèque vacances, ça peut paraître bête à dire, mais ça reste un premier degré d'optimisation. Chèque cadeau, j'ai jusqu'à 193 € en 2024 qui sont exonérés. C'est 193 €, voilà, c'est 193 € que ça coûte à l'entreprise, c'est 193 € que le salarié va recevoir. Donc on reste sur des petits montants, mais on est quelque part sur la première strate d'optimisation. Il ne faut pas sous-estimer sur ce type de dispositif le phénomène de fidélisation, le phénomène de récompense qu'on peut avoir auprès de certains salariés. On a beau, on le voit, nous, dans certaines structures où on a tout le package, PPV, intéressement, plan d'épargne. Je pense que le jour où on enlève les chèques cadeaux, les chèques culture, on pourrait avoir peut-être une levée de bouclier beaucoup plus importante que si on en venait à peut-être revoir un petit peu la méthode de calcul de l'intéressement, puisqu'il y a quelque chose de très matériel, on peut le toucher, le chèque cadeau. Ça reste un dispositif beaucoup plus simple à mettre en place, mais à mon sens, ce sont des dispositifs qui ne sont surtout pas à sous-estimer. Voilà au niveau de l'optimisation financière. On va passer à notre 3e partie, donc l'optimisation à la rupture du contrat de travail. Alors, parler d'optimisation à la rupture du contrat de travail, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque quand on est sur des ruptures, et on va surtout parler de ruptures un petit peu subies, d'aller trouver de l'optimisation, ça peut paraître compliqué. Un départ, un licenciement pour faute, un licenciement, une sortie qui ne se fait pas forcément proprement, c'est toujours un petit peu la double peine. On a la peine directe, puisque c'est souvent un coût pour l'employeur, une indemnité de licenciement, des congés payés, et on a le coût indirect, puisque ça veut dire potentiellement un recrutement à lancer, des formations à mettre en place, ce genre de choses. Donc là, nous, notre objectif, il était de voir, alors ça ne va pas concerner toutes les sorties, évidemment, la négociation amiable, on ne va pas l'appliquer pour toutes les sorties, mais on voulait quand même refaire un petit focus là-dessus, puisque donc tout ce qui va être négociation amiable, on est sur des choses qui sont
peu pratiquées en France, c'est des choses qu'on voit plutôt outre-Atlantique, mais on tenait effectivement à le rappeler, à se dire que ça peut être une solution. Le contentieux prud'homal n'est pas toujours effectivement la seule voie dès lors qu'on a une demande de salarié. Comme on l'a indiqué, un contentieux prud'homal, c'est souvent donc beaucoup d'aléas, beaucoup d'énergie qu'on dépense, beaucoup de temps. À titre indicatif, on le sait, beaucoup de litiges en matière de prud'homme. Quand on va sur des prud'hommes, la majorité du temps, ça finit en cour d'appel. Un contentieux en cour d'appel, on part sur quelque chose qui peut prendre jusqu'à 3-4 ans. Je pense que Nicolas, tu pourras confirmer, tu en fais plus que moi, mais on est sur quelque chose qui prend effectivement pas mal de temps. Donc, il faut le savoir, si on part sur un contentieux, on est sur quelque chose qui peut effectivement prendre pas mal de temps et on est sur un coût, entre guillemets, non maîtrisé. Donc, on voulait effectivement, on tenait à faire un petit focus sur la négociation amiable. Puisque la négociation amiable, l'objectif, en fait, ça va être effectivement, dès lors qu'on va avoir un litige avec le salarié sur un poids bien donné, de ne pas forcément attendre la convocation en conseil des prud'hommes. Après, la négociation amiable, elle peut se faire à tout moment. Même une fois que le prud'homme est lancé, on peut effectivement continuer de négocier. Mais l'idée, c'est effectivement, parfois, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui a étudié, mais l'objectif, il était de l'avoir simplement en tête, mais de se dire que dans certaines situations, le fait de couper court au litige, de l'arrêter, de se dire, voilà, on est prêt à mettre telle somme et on arrête tout, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Surtout, voilà, on est souvent amené à avoir des salariés qui vont, par exemple, venir en litige avec une question bien déterminée, on a un point bien fixé, eux, ils veulent peut-être une contrepartie sur ce point-là. Si on n'y répond pas, on va se retrouver avec un contentieux, et là où on avait un seul axe de demande, on va se retrouver avec 10, 12 demandes derrière, donc un montant bien plus important. Le fait quelque part de négocier en amont, ça peut aussi parfois nous permettre un petit peu d'éviter que le problème se propage. Alors, la transaction, qu'est-ce que c'est ? La transaction, c'est un accord qui doit être impérativement rédigé par écrit. Je ne peux pas transiger verbalement, je ne peux pas me mettre d'accord avec un salarié, même par mail. C'est un acte qui doit être bien précis et c'est un acte qui doit comporter des contreparties réciproques. Donc, nécessairement, la contrepartie pour le salarié, ça va être le paiement de ce qu'il demande. Pour l'employeur, et c'est là où c'est extrêmement intéressant pour un employeur, c'est la possibilité de ne plus avoir de risque de prud'homme. Les transactions entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, tout simplement, ça signifie qu'une fois que j'ai transigé sur un point bien particulier et que je me suis protégé, mon salarié ne pourra plus aller en contentieux sur ce point et sur tous les points que j'aurais précisés dans mon accord de transaction. Donc voilà, on ne rentre pas dans la technique de la transaction, mais c'est toujours bon de la garder en tête. Alors, juste en complément sur ce point-là, il y a un adage qui dit « vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès ». Bon, donc, comme l'évoquait Augustin, c'est une appréciation au cas par cas. Et puis, il faut savoir des fois être pragmatique et se dire par rapport à l'enjeu du litige, par rapport aux éléments que l'on a dans le dossier, est-ce que ça vaut le coup d'aller ferrailler au contentieux pendant 1, 2, 3, 4 ans en fonction s'il y a un appel. Voilà, donc il faut toujours se poser cette question-là de l'enjeu et des conséquences que derrière ça peut avoir un contentieux. Bon. Maintenant, il ne s'agit pas de négocier, de transiger dans tous les cas. Dans certains cas, il faut savoir se dire je ne céderai pas amiablement avec ce salarié-là, je préfère avoir une décision de justice parce que derrière, d'autres salariés peuvent se dire ils ont transigé avec lui, il a obtenu 50, 60, 100 000 euros. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si la transaction est confidentielle, les salariés parlent entre eux. Et si vous transigez avec un, le petit copain qui est peut-être dans la même configuration viendra après taper à la porte pour obtenir la même chose. Bon. Donc, il peut après poser une problématique vis-à-vis des autres salariés de capacité de financer des transactions en nombre important. Bon. Donc, voilà, au cas par cas, il faut savoir identifier les dossiers sur lesquels ça vaut le coup de trouver un accord amiable pour passer à autre chose. Il faut aussi savoir identifier le dossier. Pour le coup, il faut aller au contentieux, se battre jusqu'au bout avec les éléments que l'on a. Voilà. C'est subtil, c'est pas une science exacte, mais ça, voilà, avec votre conseil, votre avocat, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, il faut prendre ce temps de la réflexion et d'envisager les différentes hypothèses qui s'offrent à vous. Bon. Il ne faut pas avoir peur non plus du contentieux quand vous êtes face à une décision de gestion, c'est-à-dire quand vous avez un salarié qui ne répond plus à vos attentes, qui crée le trouble dans l'entreprise. Il faut savoir aussi prendre la décision de se séparer avec potentiellement un risque prud'homal
Mais derrière aussi, couper une branche, ça permet de se réorganiser, de rembaucher quelqu'un de valable, de faire respirer les équipes quand on a quelqu'un notamment qui est auteur de harcèlement. Voilà. Donc, c'est des choix de gestion. Le risque prud'homme, il ne faut pas que ça tétanise la prise de décision. Et comme on vous l'a évoqué, dans certains cas, il sera opportun de transiger pour passer à autre chose. Et dans d'autres cas, il faudra aller se battre au contentieux et avoir une décision positive ou négative, mais au moins, on se sera battu jusqu'au bout. Voilà, en complément de ce qu'avait dit à juste titre Augustin. Alors, le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous, c'est tout ce qui est lié à la concurrence que peut vous faire un salarié après son départ dans l'entreprise. Donc, on a évoqué dans le cadre de ce webinaire l'intérêt d'insérer une clause de non-concurrence. Bon. Comme l'a évoqué Augustin, cette clause, elle n'est pas automatique. Il ne s'agit pas d'insérer une clause de non-concurrence dans tous les contrats de travail de vos salariés, ça n'aurait pas de sens. Bon. Donc, il faut toujours se poser, comme Augustin le précisait, la question de l'intérêt légitime à protéger mon entreprise. Bon. Naturellement, avec des postes de commerciaux, avec des postes de directeurs qui ont accès à des données confidentielles à l'entreprise, on a intérêt, nous, chefs d'entreprise, à insérer une clause de non-concurrence dans notre contrat de travail. Avec des postes moins qualifiés, qui ont accès à peu de données confidentielles, il n'y a pas d'intérêt d'insérer une clause de non-concurrence dans son contrat. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'au moment de la rupture du contrat de travail, la clause de non-concurrence que vous aurez insérée, il va falloir se poser la question de est-ce que je la maintiens? Et si je la maintiens, il faudra que je la paye. Il y a une contrepartie pécuniaire, comme évoqué Augustin, pour que la clause soit valable. Donc, ça veut dire que oui, je vais me protéger en appliquant la clause de non-concurrence, mais je vais devoir verser une indemnité à mon salarié pendant 1, 2 ans, 6 mois, selon la durée que vous aurez mis dans votre contrat de travail. Et cela, ce sera impératif pour pouvoir que cette clause soit valable, en vigueur, et que si le salarié ne respecte pas sa clause alors que vous la payez, que vous puissiez faire valoir la violation de la clause et saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir une indemnisation liée à la violation de la clause. Mais il va falloir aussi se poser la question de la levée de la clause. Voilà. Et là, l'intérêt de la levée, c'est de se dire, bon, mais finalement, ce salarié, je lui avais mis la clause parce que potentiellement, il pouvait me porter préjudice, mais visiblement, notamment par exemple pour un commercial qui n'a pas eu de bons résultats, vu les résultats qu'il a, il ne va pas me faire grand mal, donc je vais lever la clause. Et cette levée de clause, ce qu'il faut savoir, c'est que la levée, elle est très encadrée. Donc, il faut notamment que le délai, les conditions de lever la clause aient été prévues au contrat de travail notamment pour vous donner la faculté de vous libérer de l'obligation de non-concurrence, de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous le libérez de l'obligation, vous n'aurez pas à lui payer la contrepartie. Et là, on observe, notamment par ma pratique contentieuse, qu'il y a de plus en plus de contentieux sur cette levée de la clause. C'est-à-dire que des entreprises, au moment de la rupture du contrat de travail, vont oublier de lever la clause, vont le faire hors délai, et derrière, le salarié va venir réclamer la contrepartie pécuniaire en disant « moi, je respecte la clause ». Bon, il faut bien avoir à l'esprit que la clause de non-concurrence, à partir du moment où vous l'aurez mis dans le contrat, elle va s'appliquer quel que soit le motif de la rupture, un licenciement, une démission, une rupture conventionnelle, un départ à la retraite. Et des fois, ça arrive que l'employeur y pense naturellement dans le cas d'un licenciement, mais n'y pense pas dans le cas d'une démission et ne lève pas la clause. Vous voyez ? Donc derrière, les conséquences peuvent être très importantes. Donc c'est très important qu'au moment d'une rupture, vous vous posez la question de l'opportunité de maintenir ou non ma clause de non-concurrence. D'accord ? À la fois, 1, pour vous protéger de la concurrence du salarié, et 2, pour éviter d'avoir à payer une indemnité alors que le salarié ne vous aurait pas posé de préjudice après la rupture du contrat de travail. L'autre point aussi sur lequel on voulait vous informer, c'est que au-delà de l'application de la clause de non-concurrence en droit du travail, donc liée au contrat de travail, vous aurez toujours la possibilité, si vous avez un salarié donc, qui part chez un concurrent, d'agir sur le levier de la concurrence déloyale, notamment devant le tribunal de commerce, c'est-à-dire qu'en mettant en cause l'entreprise qui va le recruter et qui va bénéficier, par exemple, l'exemple classique du commercial qui va partir avec le fichier client et qui, à peine parti, va retaper tous les clients du fichier dans le cadre de sa nouvelle entreprise, donc dans laquelle il aurait été embauché ou dans laquelle même de sa propre création d'entreprise, et va aller agir sur le fichier client pour récupérer les clients. Bon, ça impliquera de matérialiser cette concurrence déloyale, donc il y a des leviers qui existent, mais là encore, ça vous permettra de vous protéger, et cela quand bien même le salarié ne serait pas lié par une clause de non-concurrence. Bon, c'est ça le gros point qui est important. Voilà.
Donc, on voulait vous informer sur ce point-là, puisque voilà, au moment du départ d'un salarié, les enjeux financiers peuvent être très importants. Voilà. Donc, on arrive au bout de ce webinaire, au cours duquel, avec Augustin, on a voulu vraiment vous présenter différentes solutions, différentes façons de réfléchir, d'appréhender le droit du travail. Comme je disais en introduction, on a un droit du travail qui est contraignant, coercitif. On le voit actuellement, il y a un sujet d'actualité sur la réforme des congés payés durant la maladie, qui est un sujet dont vous avez dû entendre parler. Désormais, en maladie, le salarié au droit des congés payés sous l'influence du droit européen. Voilà, donc on a une contrainte. Et aujourd'hui, on voulait se donner un petit peu un bol d'air avec Augustin et vous présenter des leviers d'optimisation que vous connaissez peut-être, mais c'est bien des fois de se rappeler les choses. Et on espère certains peut-être que vous n'aviez pas en tête. Et donc, ça sera l'occasion de vous poser sur ces sujets-là. Voilà. Et de réfléchir au droit du travail sous un angle positif et pas que négatif. Et ça, c'est important aussi de se dire que cette matière qui est très vivante n'est pas tout le temps là pour nous empêcher d'avancer, nous, chefs d'entreprise. Donc là, on vous a mis quelques petites citations parce qu'on aime bien terminer sur toujours des notes positives. Donc Augustin, je te laisse le privilège de les commenter. Derrière chaque adversité se cache une opportunité. Si vous vous plaignez de l'adversité, vous manquerez de l'occasion. Arrero, Tony Martins. Tu lis la suivante Donc, si vous attendez pour agir, tout ce que vous gagnerez avec le temps, c'est de l'âge. Et la dernière, qui est celle qui nous anime à tous au sein de TGS, c'est se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Et vous l'aurez compris, c'est l'ADN du groupe TGS, ce travail en intermétier avec les différents spécialistes du groupe, experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, juristes, voilà, informaticiens, consultants et j'en passe bien d'autres au service de l'entreprise au quotidien. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Hélène a traité via le chat différentes petites questions. Donc, je pense que… il n'y a pas de questions en suspens. On est calé, on n'a pas de questions en suspens. On vous remercie tous de votre attention et on vous retrouve très bientôt pour un prochain webinaire sur une mise à jour de la réforme des congés payés, donc mise à jour de la loi DADU. Voilà. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir.